Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast du Spot, le podcast qui parle de géomatique et de géosciences en prenant une bière de façon décontracte. Avec moi, mon seul et unique co-animateur, Jonathan. Ça va bien, Jonathan? Ça va très bien. Merci, toi. Ouais, ça va. Dis-moi, Jonathan, qu'est-ce que nous trame Aptech cette semaine? Encore toujours des nouveautés. Toujours le même service impeccable. Donc là, c'est ça. Ils ont sorti le Leica Zeno FLX 100. OK. C'est quoi cet appareil GNSS qu'on met sur le cellulaire qui nous permet d'avoir de la donnée précise GNSS rapidement, qu'on peut apposer sur une canne ou qu'on peut garder directement avec le cellulaire. Puis on obtient du submétrique avec ça? Du submétrique. Puis aussi la canne AP10 pour station totale où est-ce qu'on peut incliner dans le fond le prisme. Ah ouais, OK. Puis qu'on peut corriger plusieurs erreurs, notamment du haut terrain. Directement sur le terrain, donc moins de post-traitement. Très cool, ça. Voilà, donc merci pour notre partenaire. Merci à notre partenaire, Aptech. Merci également? Balise. Merci à notre partenaire Balise. Luc Vaillancourt, merci. On te voit. Donc, Luc Vaillancourt qui offre du service conseil en géomatique de tout acabit là, pour les gens qui ont des projets tout à fait. En géomatique, mise en marché, etc. Oui, tout à fait. Comment tu l'avais appelé l'autre fois, non? Le confesseur officiel de la géomatique. Le confesseur de la géomatique au Québec, ouais, c'est ça. Hey, cette semaine, on reçoit Olivier Caron de l'UQAM. Bonjour, Olivier. Bonjour. Ça va bien? Salut. Oui, ça va bien. Merci de l'invitation. Je pense qu'il y a un parcours intéressant à nous parler. Hein? on fait-tu notre traditionnel cheers? Cheers, santé. Santé. Santé, on a de l'IPA, de la lager, etc. Pour tous les goûts, on essaie toujours d'avoir des sortes différentes. Exact. Ouais. Donc, dis-moi, Olivier, comment es-tu atterri dans le monde de la géomatique? Ouais, OK. Moi, c'est ça. Moi, je suis professeur à l'UQAM, donc j'ai étudié longtemps. En fait, j'ai fait un bac en géographie à l'UQAM. OK. Et dès, je pense, ma deuxième année de bac, j'ai eu un emploi à la Commission des transports du Québec pour travailler dans le secteur carto-géomatique, un peu là, géographie qu'il y avait là-bas. Donc, dès ma deuxième année de bac, j'ai eu la chance d'avoir un emploi d'été là-bas. Dans le temps, c'était Mapinfo. Là, donc, fait que, je travaillais... Ça peut être encore Mapinfo. Je sais. C'est pas correct. Ouais, je sais. C'est vrai, t'as raison. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, j'ai été initié au niveau professionnel là-bas. Puis, fait que, déjà, l'été, on construisait ce qui était les bases de données spatiales... pour les permis, dès qu'il y avait des réquisitions de permis, etc. J'ai fait le même genre de T'as fait, ouais, c'est ça. Avec Mapinfo, avec de Montréal, les permis, rentre la donnée. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai commencé comme ça, comme emploi d'été. Même à la fin de mon bac, j'avais une opportunité là, de pouvoir rester là-bas. Je l'ai fait pendant quelques mois pour, en fait, me financer une maîtrise parce que les petits paravents gris, là, c'était pas ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait ça. Puis après, j'ai commencé une maîtrise, mais un peu plus... c'est ça. J'avais évidemment fait tout ce qui était au département de géographie, niveau cartographie géomatique. On faisait Mapinfo, Map-Basic, un peu de programmation VB. Et après c'est ça. Je suis tout en travaillant parallèlement là-bas. Et après, j'ai fait une maîtrise, mais plus une orientation sciences de la Terre, géomorphologie, avec Robert-André Daigneault. Et parallèlement encore à ça, je travaillais quand même en géomatique. J'ai fait des projets avec Yves Baudouin, qui était à l'UQAM, professeur, qui vient juste de prendre sa retraite. Mais j'avais fait des projets. On avait monté un indice de développement cartographique qu'on est même allé présenter au Sommet des Amériques à l'ONU, à New York. C'était un mapping. Ça, c'était à l'UQAM aussi. Ouais, pendant ma maîtrise. Parallèlement à ce que je faisais quand même, j'ai toujours fait un peu de géomatique lié à ça. Puis ma maîtrise en géomorphologie, il y avait une grosse... Un gros volet géomatique. Ça m'a toujours fasciné. Je travaillais déjà avec les données SRTM de la NASA pour pouvoir travailler, en tout cas...
Je travaillais un peu sur la mer de Champlain, les tilts de la mer de Champlain, sur ces images-là. Déjà, là, à l'époque, cool, là, je prenais ce que j'avais comme données. Donc, c'était-tu une maîtrise en quaternaire? Ouais, exact. C'est ça, exactement. Et après j'ai eu Michel Lamotte de l'UQAM qui m'a offert, au tout début des projets PACES, de faire un doctorat avec lui. OK. Projet PACES, pour nos auditeurs. Ouais, le projet PACES, c'est en fait au tout début à la fin des années 2000, 2007-2008, à l'époque, là, le MDDEP, le ministère du Développement durable, avait initié des projets qui visaient la caractérisation des eaux souterraines. OK. Et Michel, Michel avait des bons contacts, puis avait été mis au courant de ces projets-là. Puis à l'époque, ces projets-là se faisaient avec le privé. Donc, j'ai commencé avec TechSult à faire ce projet-là. Et ces projets-là visaient notamment à faire la cartographie de la géologie de surface, mais également de la modélisation 3D pour tout ce qui était en lien avec les aquifères, là, etc. Donc, il savait que j'avais un intérêt particulier pour la géomatique, la cartographie, donc il est venu me chercher. J'ai fait ce projet-là. Et bon, c'est ça. Donc, j'ai travaillé là-dessus pendant un certain nombre d'années. Et quand j'ai gradué en 2012, j'avais une co-direction américaine. J'avais postulé pour 2 stages postdoctoraux, un à Edmonton. En fait, j'avais 2 opportunités, soit d'aller à Edmonton, soit d'aller aux États-Unis de par mon co-directeur, puis j'ai pris la voie américaine. Puis je suis parti en 2012 et je suis resté là-bas presque 8 ans, 7-8 ans. Fait que de retour, là. Ouais, quand même assez récent, là. Juste avant la pandémie, là. OK. Juste avant, là. Tu dis c'est le temps, là, ou... écoute, il y a beaucoup de... Il y a eu... Il y a une porte qui s'est ouverte, si on veut. Là. Puis on en était rendu à un point, les enfants, la famille et tout. Ma blonde dit toujours, j'étais parti pour 1 an ou 2, puis on est resté 7-8 ans. C'est ça. Fait que, les enfants sont américains. Ma fille est américaine. Okay. Ma plus vieille. J'en ai eu une deuxième ici. Elle l'est pas, mais ma fille est américaine. OK. Fait que donc j'ai travaillé, c'est ça. J'ai fait mon postdoc et après, c'était un postdoc qui se faisait en Illinois avec le Illinois State Geological Survey, le ISGS, et U of I, University of Illinois, qui était qui est basé à Champaign, c'est une ville comme Sherbrooke. C'est un state campus. Là, et à 2 heures de Chicago. Et là, il y a un poste qui s'est ouvert. J'ai postulé, je l'ai eu. Donc, et là, tous mes projets étaient dans la région de Chicago. Là. Comment c'était de travailler dans la région de Chicago? Comment c'était de travailler en pied? Puis en mille, en gallons. C'est ça. Ouais, là, il faut que je revienne puis je me redéformate. Là, mais c'était un apprentissage. C'était un apprentissage au début. Parce que tu débarques là, avec un franglais, puis dans un état où les accents ils sont moins habitués. Donc, c'était une première année à travailler excessivement fort. Il y a une chose qu'on n'apprend pas non plus dans les universités, puis rapidement, on m'a mis dans les mains un projet important là, quand même. Donc, rapidement, une chose qu'on n'enseigne pas à l'université, c'est tout l'aspect logistique. J'ai beaucoup de choses à apprendre dans un pays qui n'était pas le mien. Qu'est-ce que tu veux dire, logistique? Écoute, gérer les équipes? La première, le projet que je devais faire là-bas, c'était travailler sur un comté au sud de Chicago. En fait, Chicago étant basé dans le comté de Cook. Moi, je devais m'occuper de travailler sur le comté juste au sud qui s'appelle Will, puis c'était l'acquisition de données géoscientifiques county-wide. Je devais vraiment ramasser le plus de données possible pour, encore une fois, travailler sur différents projets liés à l'aménagement, puis liés également à un projet un peu similaire au projet PACES lié aux eaux souterraines. Donc, je devais premièrement aller chercher énormément d'argent. On avait évalué la chose. Donc, en 7-8 ans, j'étais allé chercher à peu près 800 000 à peu près. Comment tu collectais l'argent? Ouais, ça, le gros du collecte de l'argent, c'est fait via une coalition qui s'est orchestrée dans les dernières années qui s'appelle le Great Lakes Mapping Coalition, ce sont tous les États qui touchent au Grand Lac. Donc, tu as le Minnesota, tu as le Wisconsin, tu as l'Illinois, tu as l'Indiana, tu as tout ça. Ils se sont réunis pour faire une coalition pour travailler sur l'état des Grands Lacs, sur la connaissance au niveau des eaux de surface, eaux souterraines. Et ils sont allés chercher... En fait,
la personne qui a eu cette vision-là, c'était mon co-directeur en question qui a directement négocié avec Obama cet argent-là à l'époque qu'Obama était encore président. Okay. Et on est allé chercher quand même un bon financement là. Après c'était du porte-à-porte. Il fallait aller voir IDOT, qui est l'équivalent du ministère des Transports. On est vraiment là, les Forest Preserves, le farm Office qui est l'équivalent du l'UPA, etc. On est vraiment allé faire du porte-à-porte. C'est quand même des gros, des pas des lobbies, mais des gros... c'est des grosses structures, là, surtout dans un endroit comme en Illinois. Là, je veux dire, ils ont de l'argent. Surtout l'aspect agricole. En dehors de Chicago, c'est le garde-manger du Midwest. Donc, c'était 2 premières années là, intenses à ce niveau-là. Puis après, il y a tout l'aspect logistique, c'est l'acquisition des données. Comment qu'on fait pour acquérir des données? L'Illinois, c'est complètement différent du Québec. Dans la mesure que, au niveau de la géologie, là, c'est très plat. C'est une plaine. Donc, c'est des coups au niveau des forages. Faire un trou dans la région de Chicago, ça prend bien des permissions. Fait que quand je te parlais de logistique, là, Mais est-ce que tu es... En fait, j'ai 2 questions par rapport à ça. Est-ce que tu es dans un contexte de fracking? Non, pas du tout dans cette région-là. C'est quoi le fracking, Charles? Pour tout ce qui est, dans le fond, gaz de schiste, gaz de shale. Écoute, si tu vas là, en Illinois, ils sont en train de faire de la séquestration du CO2. Ils sont en train de faire des... En fait, pas en train, ils ont fait des tests dans la région de Decatur, qui est à l'ouest d'où j'habitais. Ils font des tests là, pour injecter du CO2 là, dans le sol. Même que ça m'a amené un projet parallèle un peu à ce projet-là. J'imagine, parce qu'au niveau justement des sources... Des risques. C'est ça, exact. Sur les sources d'eau. Ah mon Dieu. Écoutez, ça m'a amené... On va en parler longtemps. Parce que ça m'a amené en Afrique, ce projet-là. Parce que je suis pas directement impliqué dans le projet de séquestration du CO2. Par contre, ils ont décidé d'évaluer les risques et ils se sont posé la question, dans l'environnement naturel de la séquestration de CO2, qu'est-ce qui pourrait s'apparenter à un risque potentiel, à quoi ça pourrait avoir de l'air? Et au Cameroun, à la fin des années 80, il y a eu le désastre du lac Nyos. Et le dégazage. Exactement, c'est un volcan, en fait, qui est très... Il n'y a pas d'éruption, il est très stable. La dernière éruption date, je pense, du début du Quaternaire, donc il y a 2 millions d'années peut-être. Je me trompe peut-être, je ne me rappelle plus. Donc, c'est un lac volcanique qui fait environ 200 mètres de profondeur et il y a un apport constant de dioxyde de carbone. Ce que ça veut dire que le lac est stratifié. Là. La couche au fond est sursaturée de dioxyde. Et à la fin des années 80, il y a un bon morceau de la paroi qui est tombé. Puis qui a créé un brassage. Et la quantité de dioxyde de carbone qui est remontée à la surface était telle que ça a soufflé l'oxygène, puis ça a tué tout le monde qui vivait autour sans bouger une assiette. Là. Je me souviens pas de cette histoire-là. Donc là, on s'est posé la question. Donc là, puis le Cameroun, c'est francophone, c'est anglophone. Ils ont dit, OK, fait que je suis parti en mission là-bas, puis on voulait faire un projet académique. Et former des étudiants dans les universités francophones et anglophones en géomatique parce qu'ils ont ça, c'est ce qu'on appelle des éruptions limniques. Et c'est les lacs en question, c'est ce qu'on appelle des lacs Mahar. Et le lac Nyos n'est pas le seul lac en question. Il y en a d'autres. C'est juste Nyos, il est connu. Donc là, on voulait former des étudiants à la géomatique pour pouvoir créer un peu, parce que les Français sont venus, ils ont à partir de pompes, ils ont été capables de dégazer le lac. C'est un système qui est encore opérationnel aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup moins dangereux, mais il faudrait le faire ailleurs également. Donc c'est ça. Donc là, je suis allé là-bas enseigner. On a demandé un financement international, on l'a eu. On est allé là-bas avec des ordinateurs. On leur a donné les ordinateurs aux étudiants. On leur a montré comment fonctionnaient des logiciels. On leur a payé des licences. Donc, ils ont commencé à se construire tout un environnement pour pouvoir refaire des projets similaires pour d'autres lacs autour. Donc, on les a initiés au géospatial. T'as-tu un suivi avec eux aujourd'hui? C'est difficile. C'était difficile parce qu'il y a la guerre civile après qui est tombée. Là-bas, ça brasse pas mal. Là. Donc, il y a eu des événements. Là, on est proche du Nigeria. Là. Donc, déjà, je le sentais un peu quand j'étais là-bas. Là. C'est Boko Haram, hein, là-bas. C'est proche. Là, donc, il y a eu des... c'est ça. Donc, malheureusement,
Là. Il n'y a pas eu de suite à ça. Puis c'est difficile, là, la communication, des fois, avec eux. Là, mais on a gardé contact quand même avec certaines universités, Bamenda, puis quelques-uns. Mais c'est un beau projet. Mais ça m'amène à ma deuxième question, en fait. Ouais. Lorsque vous forez, parce que dans le fond, vos projets pour les eaux souterraines, c'est forage uniquement, ou j'imagine que vous avez des capteurs géophysiques impliqués? Beaucoup de géophysique. Beaucoup de géophysique? Beaucoup de géophysique. D'ailleurs, ça, c'est une des choses où j'ai eu bien du fun. Je sais pas si vous connaissez le gamma ray logging. Non. C'est des sondes. Des sondes, en fait, gamma. Des ondes gamma, hein? Pour pouvoir aller chercher de la donnée. Ça donne une diagraphie, là, puis puis c'est très sensible à la granulométrie, donc ça nous donne quand même une bonne idée, là, en fait, assez précisément, là, si on est dans des argiles, des tuiles ou des sables et graviers, etc. Ouais. Donc moi, c'est plus au niveau du radar, moi, qu'on allait chercher ce qui était avec le gamma ray logging pour la géologie, ça fonctionne très, très bien, surtout pour ce qui n'est pas consolidé, là, donc des sédiments. Comment tu gères justement ces ondes-là? Je veux dire, il y a des précautions, elles peuvent être néfastes pour la santé? Ouais, mais regarde, en fait, la manière que moi j'ai fonctionné avec eux, je suis allé cogner à la porte de toutes les compagnies de water wells qu'il y avait en Illinois. Je leur ai présenté mon projet. Eux, c'est destructif, leur forage. Donc, j'ai dit, une fois que votre casing est en place puis que vous avez fini, moi, je vais un étudiant qui va arriver avec son petit setup, là, puis il va passer la sonde, puis on va revenir, puis on va avoir notre T'as notre pas donnée. besoin de tout péter, là. Puis, c'est ça. Puis le trou est déjà fait. Puis j'évite 3 000 $, parce que faire un forage pour récupérer, avec tout le setup, là, avec les foreurs, le water truck, puis toutes ces affaires-là, on parle là, d'environ 3 000 $ par jour. En Illinois, là, des sédiments, à plusieurs endroits, on parle de 200-300 pieds. Là. Ah ouais? Donc, pour faire 200-300 pieds, c'est une bonne semaine. Là. Donc, c'est un bon 15 000 $. Là. Ça monte vite, la facture. Puis là, t'as probablement du til au travers, fait que t'es au diamant. Ouais. Ouais, ça. Mais c'est ça. Ben, on peut y aller aussi avec des geoprobes, là, évidemment. Là, dès que tu pognes un boulder, tu peux pas descendre. Tu peux plus rien faire. Là. Donc, j'ai pris tous les... J'ai fait de la récitivité aussi. Okay. J'ai pris tous les moyens pas possibles pour me monter un dataset pour en arriver justement au niveau de l'analyse spatiale à créer mes surfaces pour avoir c'est ça, avoir le moins d'incertitude possible. À quoi il ressemble ton dataset, en fait? Écoute, en termes de forage, à l'échelle de tout le comté, je dois en avoir un bon... je pense que j'en ai une vingtaine de mille. Wow. Oh, wow, OK. Ouais, incluant les données publiques, là, déjà, là, mais ouais. Fait que là, à partir de ça, vous faites des calculs d'écoutement de nappe, des lois de Darcy, vulnérabilité, conductivité hydraulique. Ouais, absolument. Ouais. Okay. C'est ça. Puis bon, parallèlement à ça, l'Illinois, évidemment, c'est une ville qui transite beaucoup de pipelines vers le sud, vers l'ouest. On était impliqués dans le cas de certaines fuites, évidemment. Donc là, ça, c'était dans certains cas, là, beaucoup de temps là, pour travailler sur... Oui, quand même. Là. Parce que faut dire, l'Illinois, au niveau des aquifères, c'est un des plus grands là, qu'on a en tout cas aux États-Unis quand même, là, assez gros. Là, le fleuve Mississippi, à l'époque glaciaire, a complètement été au cœur de l'Illinois en raison d'une langue glaciaire qui s'écoulait du Canada, là, qui venait des plaines. Ce qui fait qu'à une certaine époque, le fleuve était carrément au centre là, de l'État. Aujourd'hui, il a été remblayé par un til, mais l'aquifère est toujours là aujourd'hui. Donc là, on le cartographie, c'est quand même, on le pompe, il est énormément pompé, mais il y a peu d'informations là, au niveau de cet aquifère-là. Donc, est-ce que, je sais pas, est-ce que la ressource en eau est un enjeu là-bas? Oui, parce que l'Illinois, où j'étais à Chicago, c'est ce qu'on appelle le Continental Water Divide. Donc, c'est deux bassins versants. C'est d'un bord vers Chicago, ça va vers le fleuve puis vers ici. Vers les Grands Lacs ici. De l'autre côté, ça va du côté du Mississippi, mais en dessous, c'est pas comme ça. T'sais, le système aquifère fonctionne un peu à l'opposé. Donc, il y a une grosse question géopolitique quand même entre le Canada, la gestion des Grands Lacs. Est-ce que à travers ça, vous faisiez un peu genre de la géochimie isotopique, la datation. La datation absolument. Absolument. Les sédiments, là, c'est sûr qu'on veut toujours s'intéresser un peu à l'origine, à l'âge, à la provenance. Donc là, on fait de la géochimie, on fait de la géochronologie. Même sur
Ben, tu sais, les eaux, j'imagine, on doit savoir que c'est à peu près 10 000 ans parce que c'est des eaux, mais en même temps, vous voulez savoir le niveau de renouvellement. Puis, la recharge. En fait, tous ces travaux-là se font surtout pour avoir une meilleure connaissance de la recharge des eaux. Ce qui est même chose au niveau des projets Passage au Québec. C'est la question qu'on se pose. T'sais. Parce que est-ce que vous avez vu si la consommation excédait la recharge ou dans certains égards, c'est sans aucun doute. Là. Ah ouais. Ben, surtout au niveau agricole, pomper pour les terres agricoles. Là, donc, non, ça... Puis j'imagine aussi qu'il devait avoir un enjeu de dire, ben, OK, mais si on est sur la frontière, on peut-tu passer de l'eau de l'autre bord pour que ça aille vers le... Ouais, ben je sais, ben là, ça c'est un autre niveau, un niveau plus haut que moi, là. Ouais. Mais ouais, j'ai été témoin de certaines réunions dans la région de Chicago avec l'équipe de Rahm Emanuel, là, c'est sûr que c'est des questions hyper importantes. Là, ouais, c'est sûr. Ouais. Même envers les États, un par rapport à l'autre. Là, Est-ce que les terres agricoles sont protégées comme ici? Non. Non? Au niveau de, tu veux dire, environnemental? Non plus le PTAQ, genre protégé contre l'étalement urbain, ces choses-là. Parce que je veux dire, c'est le garde-manger, comme on dit, là, des États-Unis. Mais tu vois, c'est une bonne question. Une des raisons pourquoi mon comté était particulièrement chaud politiquement, je pense qu'on en a parlé un peu avant, mais c'est parce que l'aéroport O'Hare ne fournit plus. Ils ont l'intention de construire, c'est un projet qui mijote depuis très longtemps, mais un nouvel aéroport international dans ce comté-là et construire un nouvel interstate entre l'Illinois et vers l'Indiana pour desservir l'aéroport. Et là, juste faire un tour d'auto dans ces coins-là, vous allez voir le niveau des propriétés. Il y a des avions avec une grosse barre rouge. Là, L'État a un droit quand même sur le terrain. Au niveau des expropriations, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est très, très... Mais c'est touché exproprié pour un aéroport. Moi, je l'aurais parlé du code Mirabel. Surtout sur des terres agricoles en plus. Je veux dire, toucher des terres agricoles, c'est touché c'est aussi. des terres. Là, je parlais avec des très dynamique. Je parlais avec des fermiers. C'est la 7e, 8e génération. Qui sont c'est ça. Ben oui, c'est un choc. Là. Mirabel, c'est un choc pour ces gens-là encore aujourd'hui. C'est une famille extrêmement riche aussi. Là. Donc, OK. Ils n'ont pas tant d'intérêt à vendre leurs terres. Là. C'est des terres... C'est des terres dynamiques. Oui, absolument. Mais quand t'es à Chicago, t'es un peu au nord des Adirondacks. Non, t'es loin des Adirondacks, Charlot. T'es loin des Adirondacks. Oui, t'es vraiment t'es à l'ouest d'Indiana. Là. OK, parce que... Quasiment plus proche des Rocheuses. Quasiment, je sais pas. Écoute... quasiment à mi-chemin. C'est un bon 13-14 heures se rendre au Colorado en voiture. Là. D'où j'étais. Là. OK, c'est quasiment à mi-chemin. Ouais. C'est gros les States. Non, Moi, juste partir avec mon UR, avec mes affaires, là... ça avait pris un bon... quand j'étais tanné, ça pouvait me prendre 15-16 heures, mais c'était un bon 20 heures. Là. OK. C'est ça. OK, non, c'est parce que la gestion des eaux dans la région de New York, c'est un enjeu assez... je me demandais s'il y avait des parce que dans le fond, la ville de New York, tu sais, ne traite pas son eau, là, ils apprennent dans la rivière Hudson. Non, c'est pas la rivière Hudson, c'est une autre rivière. Chicago, c'est particulier. Là. Je sais pas si vous êtes au courant, mais au début du siècle, il y a eu des problèmes de choléra. Donc, ils ont commencé à essayer de régler le problème en mettant des pompes un peu off là, du lac Michigan. Puis, ça n'a pas réglé les problèmes de contamination. Donc, ils ont inversé le courant de la rivière. Ils l'ont drainé de l'autre bord, vers le Mississippi. Puis à Sainte-Patrick, ils mettent de la peinture verte. La peinture verte là-dedans, mais ils ont carrément inversé le cours de la rivière pour envoyer le problème vers le Mississippi. Fait que beaucoup les Américains vont me dire c'est là que la rivalité entre Chicago et Saint-Louis a commencé. C'est parce qu'on envoie la... Ouais. Donc, là, la rivalité, elle doit plus être très, très... elle existe elle existe encore. Au baseball. Au baseball, c'est ça. Mais, je veux dire, Chicago est bien plus dynamique que Saint-Louis. Ouais, c'est tout petit, Saint-Louis. Mais, la gestion des eaux, c'est particulier là-bas. Là, ça doit, Puis j'ai même pas fini. En fait, je suis parti en 2019, mais ton travail n'est pas fini. Non, il n'y a rien de publié, là, presque. Là, non, mais tu travailles encore là-dessus. Complètement. Là, l'été prochain, je retourne passer du temps là-bas. Puis, Puis là, de retour au Québec, bon, j'imagine, là, ça fait pas longtemps que tu es ici, mais tu dois être en train de partir de nouveaux projets, dans le fond. Ça ressemble à quoi? Ben là, quand je suis revenu au Québec, c'était pour travailler justement avec la fin d'un des projets Passage, l'équipe de René Lefebvre avec l'INRS.
Et là, depuis que je suis revenu, en fait, quand je suis revenu, j'ai accepté, c'est une position d'un an comme professeur invité, je pense. Okay. Et là, c'était essentiellement faire de l'enseignement. Donc, j'ai passé une année de COVID à monter des cours. Là. Ah ouais. Ouais, je partais de zéro. Là. Donc, au niveau des cours à géomatique, t'es plus quoi, toi? C'est ça. Moi, je suis beaucoup base de données spatiale, analyse spatiale. Visualisation des données aussi, un peu de web mapping quand même. Okay. J'ai fait avec le ISGS, on était très plugués quand même géomatique, donc j'avais la chance de pouvoir aller faire toutes les formations là, avec en web mapping et tout. Donc ça, j'en ai quand même fait. Donc, principalement avec les technologies d'Esri? Oui, notamment, mais en open source aussi, tu sais. Ouais, quand même. Un peu de leaflet. Oui, avec la pandémie, il a fallu que je monte tous mes cours en open source. Hein. Ah ouais. Beaucoup, on n'était pas forcément bien préparé au niveau des licences et tout, donc on a beaucoup enseigné tout ce qui était open source, entre autres le web mapping aussi. Ouais, L'UQAM, il enseigne... Moi, je l'ai mis beaucoup. En tout cas, je suis beaucoup allé... J'ai viré mon fusil de bord quand la pandémie a sorti. Ouais. Okay. On a historiquement, évidemment, on travaille beaucoup avec les produits d'Esri, mais quand la pandémie, j'ai migré tout le monde dans l'open source. Les cours là-dedans. OK. Okay. Est-ce que tu crois que comme avoir, mettons, une balance des deux est bon? Je pense que oui. Ouais, je pense aussi. Que oui. Dans le fond, c'est plus un commentaire que je t'ai dit là. Mais c'est plus ton opinion déguisée en question. Mais complètement. Là, puis autant dans tout ce qui se fait autour de QGIS, du leaflet, web mapping, même en remote sensing, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est fou. Fait que, ça... J'imagine qu'en base de données, c'est beaucoup du Postgres. Moi, présentement, je m'occupe du cours. On a un DSS en système d'information géographique à l'UQAM, puis tout ce qui est lié aux bases de données spatiales, je le fais avec PostgreSQL, puis avec PostGIS. C'est quand même un DSS... c'est un gros DSS. Ouais. Les gens l'apprécient beaucoup. C'est un DSS, ça fait 30 ans. Ouais, 30 ans. Il est fort, il est très technique, il est très... Puis les étudiants, ils travaillent fort. Là, tu sais, je veux dire, quand tu sors de là, je pense que t'es bien outillé. Là. Depuis que je suis revenu, j'ai commencé à beaucoup travailler avec la Ville de Montréal. C'est beaucoup d'anciens du DSS, en système d'information géographique de l'UQAM. Il est très, très... Et bon, là, récemment, il y a un article qui est paru sur ce qui se fait un peu à l'UQAM, et c'est drôle parce que j'ai eu beaucoup d'anciens qui ont communiqué avec moi, donc on veut un peu le réformer. Pas le réformer, on veut l'améliorer, évidemment, le DSS. Donc, je veux vraiment ramener cette notion un peu américaine-là d'alumni, ramener les anciens. J'ai vraiment senti que les anciens voulaient participer, puis revenir un peu, puis dire un peu ce qu'ils en pensent par rapport à la formation, puis à l'industrie maintenant, puis à ce qu'ils font sur le marché du travail. Pour vrai, je pense que c'est une bonne chose quand même. Ça ground le département sur le milieu, puis qui de mieux pour en parler que ceux qui sont sortis de là. Ça. Donc, tu sais, des tables rondes, des trucs comme ça, c'est vraiment quelque chose que je vais faire. Je pense que, tu sais, puis on a eu... tu sais, ce qui est intéressant, justement, à l'UQAM, c'est que vous avez aussi... Tu sais, vous avez le département de géographie, puis vous avez le département de géologie, tu sais. Puis sciences de la Terre, tu sais. Puis, tu sais, on a reçu le président de l'Ordre des géologues du Québec, puis c'est un gars de l'UQAM, là, justement. Fait que, puis tu sais, je pense que, tu vois, tu sais, lui, sa vision des choses, vous irez voir l'épisode là, sur ça, mais, tu sais, sa vision des choses, c'était vraiment de dire, tout le monde en géosciences est comme bienvenu un peu à l'ordre, là. Est-ce que c'est ce que tu en avais compris? Que j'en ai... Aussi, Jonathan? Ouais. Puis tu sais, je pense que c'est une des belles... Je trouve que c'est quelque chose que vous faites bien à l'UQAM, c'est-à-dire cette espèce de pont-là, tu sais, géographie, géologie, géomorphologie. Je pense que vous avez un beau département par rapport à ça. Puis géosciences en général. Oui, je suis d'accord. Ouais. On a des professeurs, Michel Garneau, qui travaille beaucoup sur les milieux humides. Je pense qu'il est connu là, à l'échelle internationale. Il y a Philippe Gachon au niveau de la climato. Puis vous aviez pas... je ne sais pas si je me trompe, là, mais... il me semble, Dion, était-tu à l'UQAM? Non, lui, il était à l'UDM, je pense. Il était à l'UDM, OK. Ouais. C'est vieux. Je sais pas, c'est parce que j'ai comme en tête que
ce gars-là a écrit le quaternaire au Québec, là. Mais il y en a pas mal qui l'ont écrit. Ouais. Mais ouais, c'est sûr qu'il est dans les premiers. Mais tu sais, à l'UQAM, on a eu Serge Acchietti qui a fait beaucoup. Ah ben, c'était l'autre auquel je pensais mais d'abord. Au niveau des départements des sciences de la Terre, tu sais, il y a eu Pierre Pagé, il y a eu Michel Lamotte, il y a Martin Roy présentement. À l'UQAM, il y a toujours une grande Jacques Schroeder en géographie aussi, Robert-André Daigneault. Tu sais, au niveau quaternaire, on a fait beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Fait que là, dans le fond, tu travailles présentement avec la Ville de Montréal, les projets PACES. C'est ça. Donc là, l'année passée, ben c'est ça. Donc là j'ai par la suite, j'ai eu mon poste. Et là, depuis, ça fait 1 an à peu près là, que je travaille avec la Ville de Montréal à faire un indice de vulnérabilité lié au changement climatique. Ah ouais, OK. Ouais, ça c'est un tu sais, au niveau du département de géographie, là, dans les dernières années, un apport super intéressant, c'est un autre DSS. Mais en fait, on en a plusieurs DSS, mais quand même un qui est très populaire, c'est celui qui est RRC, là, qui est le risque et résilience, qui est dirigé d'une main de maître par un nouveau professeur aussi, Yannick Aymon. Et lui croit beaucoup à l'apport de la géomatique dans tout ce qui est lié on l'a vu avec la pandémie, tout l'apport de la géomatique dans des situations de crise comme ça. Donc ça, c'est un élément également qu'on va beaucoup mettre de l'avant dans les années à venir. Autant, un peu couplé, nos DSS ensemble pour apporter un apport. Bon, Yannick va beaucoup au-delà des aléas. Lui, il va en amont, il va en aval, puis toute la coordination en lien avec ces situations-là, mais c'est ça. Donc là, on a commencé à vouloir ajouter une connotation géomatique du risque pour que des gens qui vont avoir à gérer des situations de catastrophe puissent minimalement comprendre ce que les géomaticiens peuvent faire, puis à ce moment-là, pouvoir avoir une meilleure implication avec ces personnes-là qui vont notamment, je sais pas moi, travailler avec eux. Là. Donc, Ben, tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai beaucoup d'amis en santé publique, tu sais. Puis le rôle du géomaticien en santé publique, il est super important. C'est vraiment une belle... J'ai donné le cours de géomatique du risque de ce programme-là, puis il y a des gens du milieu de la santé. Je travaillais avec il y avait des ambulanciers, il y avait des gens dans les médias. C'était super intéressant, là, tu sais, de voir tous ces horizons-là. Tu sais. En même temps, pour eux, c'est un choc, là, parce que l'aspect, c'est pas tout le monde, l'élément informatique, des fois, ça fait peur. L'élément de data, là, surtout, là, ça peut faire exactement, peur. Tu sais, mais bon, on s'ajuste, là. Mais, ça, c'était bien intéressant. Donc, long story short, je reviens en arrière. La Ville de Montréal, on travaille sur un indice de... C'est ça, un indice de tout ce qui est en lien avec les vulnérabilités des changements climatiques. Donc, on vient de sortir la carte des îlots de chaleur. Qui a été faite... Ça, c'est vous autres? C'est l'UQAM qui a fait ça? Oui, exactement. Ouais, avec la Ville de Montréal? Avec la Ville de Montréal, exactement. Ouais, c'est vous qui faites... Il est publié où? C'est publié sur le... en fait, d'une part, la carte est publiée en web mapping là, sur le site de la Ville de Montréal. D'accord. Et les données de notre carte sont en données sur le portail des données ouvertes de la Ville de Montréal. OK. Ouais. Puis c'est une carte qui a été réalisée à partir de données Aéroparty 2016. Okay. Mais l'indice va beaucoup au-delà de ça. Là. On va travailler aussi sur le ruissellement de surface lié à l'eau, la gestion des crues. On a vu là, avec des précipitations importantes. Donc, on travaille là-dessus. Tout ce qui est également aléas liés socio-économiques. Donc, on est en train de faire cet indice-là. Là, on est à la phase 2 de ce projet-là. Donc, c'est quand même, là, je fais beaucoup travailler le monde du DSS là-dessus. Là. C'est super intéressant, ça en face. C'est quoi les types de données que vous utilisez pour ça? Tu sais, je veux dire, il me semble qu'il y a tellement... Il y a 2 choses. Premièrement... Là, on vient de sortir, on avait accès à des données aéroportées de 2016 quand même à très bonne résolution. Là. On parle au mètre. En infrarouge thermique, qui avait été acquise par... En 2016. Sûrement multispectral, dans le fond, mais avec du thermique, une bande thermique là-dedans. Ça nous permettait quand même d'avoir un bon portrait à l'échelle de l'île. Par contre, notre mandat était de faire une comparaison avec un indice similaire qui avait été fait en 2015. Évidemment, en 2015, la carte qui avait été produite avait été faite avec des données Landsat. Donc, on ne peut pas comparer facilement avec... Donc, on le fait en 2 temps. On a fait une belle carte, à partir des données aéroportées, mais on est en train de le refaire à partir de données Landsat 8 aussi, pour pouvoir faire une analyse temporelle, avec ce qui avait été fait
préalablement. Donc, c'est un peu tout ça. T'sais. Après le ruissellement, même chose. Là, on a utilisé le modèle Keypoint, un MNT pour pouvoir faire à l'époque en 2015 ce qui avait été fait, c'était des cartes de cuvette là, pour quand ça déborde. Donc on a refait la même idée au niveau des cuvettes avec le modèle Keypoint MNT. Là on va aller au-delà parce qu'évidemment le service des eaux, eux ce qui les intéresse c'est le routing de la goutte d'eau. T'sais. Donc, on va développer quelque chose d'un peu plus... Là, ça devient complexe parce que vous avez tout le réseau d'égouts à intégrer. Ouais, mais là, il y a deux choses. Là, pour le moment, on va rester en surface. Mais, écoutez, la Ville de Montréal recèle des géomaticiens extraordinaires. Il y a l'équipe de Simon Gignac qui travaille à développer un indice minéral-végétal qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Il va venir au podcast, by the way. Ça, c'est vraiment... Ils font beaucoup de belles choses. Oui, tout à fait. Donc, travailler avec ces données-là, au départ, ils l'avaient fait pour quelques agglomérations, pour quelques secteurs de la ville. Là, ils vont le faire à l'échelle de l'agglomération complète. Donc, on va vraiment pouvoir faire un beau portrait à l'échelle de la ville avec ça. Mais au niveau de la vulnérabilité, là, c'est quoi les volets? J'imagine qu'il y a quand même un volet socio-économique là-dedans. Oui, absolument. La vulnérabilité, c'est quelque chose qu'il faut que tu considères tellement de choses, là. Ça, c'est un concept large. Ça l'est. C'est pas évident, là. C'est sûr que tu peux pas tout couvrir non plus. Ben ça, j'imagine. Non, on peut pas. En fait, nous, on se base beaucoup sur ce qui avait été fait en 2015 à des fins de comparaison, mais veut pas avec... les nouvelles technologies. Pas juste la nouvelle technologie. On revoit un peu la méthodologie qui avait été faite aussi, tu sais. Donc, on fait des propositions, donc... Il y a beaucoup de choses nouvelles là, qu'on va pouvoir... Le plan climat de la ville de Montréal qui a été fait là, je ne veux pas me tromper, là, mais on se base beaucoup là-dessus. Là, fait qu'on reprend ça, puis là, on refait les données, on les remet à jour, mais un peu comme pour la carte des îlots de chaleur, on va plus loin. Là. Donc, ça, c'est des beaux... Puis est-ce que... Parce que là, OK, j'en comprends que toi, tu travailles sur ce projet-là avec la Ville de Montréal. Est-ce qu'il y a des professeurs, justement, qui sont du socio-économique, qui travaillent avec géographie humaine, plus... Yannick Aymon, la personne en question, là, c'est qui travaille sur le niveau des risques. C'est une personne qui est en train de s'annexer à ces projets-là aussi. Donc là, pour le moment, là, on en est en train de produire les données. Donc, le volet socio-économique n'est pas encore complété. Est-ce que c'est le genre de projet... Là, dans le fond, vous allez former un indicateur... Un indice, un indice. Cet indice-là, il est composite, il est probablement plein de... Il y a 5 aléas. Il y a 5 aléas. Il y a 5 aléas pour le moment, Nous, on travaille à l'échelle de 5. Fait que c'est inondation, chaleur extrême... T'as les îlots de chaleur, t'as les tempêtes, t'as les crues... Attends, je peux pas. T'as les îlots de chaleur, t'as les crues, t'as les tempêtes, t'as le ruissellement, puis t'as tous les aspects socio-économiques. Là, il y en a une liste. Là, je peux. OK. Mais ouais. Ah ouais, OK. C'est intéressant. Puis est-ce que, tu sais, j'imagine, supposons que je suis une compagnie d'assurance, c'est intéressant ce que vous faites. C'est sûr. Il y a quelques zéros derrière ça. Ouais, je sais pas. Y a-tu un intérêt qui vous a été démontré par rapport à ça? Ça, c'est plus au niveau de la Ville de Montréal. C'est la Ville de Montréal qui gère ça. Qui va gérer ça plus que moi. Là. Absolument. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il y a des réclamations. T'sais, tout ce qui est en lien avec les inondations, c'est sûr qu'il y a un intérêt. Oui. Travaillez-vous avec d'autres firmes privées qui, justement, qui œuvrent dans... Déjà ça a accaparé beaucoup de mon temps dans la dernière année. Ou sinon, dans la dernière année, j'ai travaillé avec Vélo-Québec un peu. Eux sont forts en géométrie. Ils ont un département. Ils ont un beau département. Puis comme eux, ils étaient intéressés à faire du web mapping pour la gestion des sentiers, l'entretien des sentiers. Donc, on a utilisé des produits d'Esri pour leur faire des formulaires, des formulaires interactifs pour, c'est ça, toute la coordination en lien avec l'entretien. Donc, ça, c'est un petit truc qu'on a fait avec eux. Je travaille également avec la CEPAC. Il y a la coordonnatrice du volet scientifique du Mont-Mégantic, qui est une ancienne de l'UQAM. Et c'est avec elle là, qu'on fait un petit projet de vulgarisation scientifique. Eux, ils s'intéressaient pour la clientèle à ce qu'on leur fasse une modélisation réelle là, de la déglaciation de la montagne de la géochronologie en temps réel. Là, donc, j'ai trouvé une étudiante en art visuel là, qui venait juste
de gradués qui m'aident à faire l'animation, là, vraiment, là, hyper réalisme. Là. Et là, vous partez de quoi? Des études qui ont été faites justement sur le quaternaire? Ben, moi, j'ai fait ma thèse de doctorat dans ce secteur-là. Là. L'Estrie puis la Beauce, je l'appelle affectueusement mon gros carré de sable. Là. Donc, on a une bonne connaissance. Puis il y a énormément de travaux qui ont été faits là-bas là, dans les 40 dernières années. Michel Lamotte, avec son laboratoire, on a fait des datations assez récentes dernièrement. Il y a un intérêt aussi parce que juste à l'est de la montagne, il y a un site archéologique au niveau du lac des Araignées, proche du lac Mégantic, là, qui a environ 12 000 ans. Ah. Donc, à 12 000 ans, la glace est proche. Là. Donc, non, c'est ça. Donc, puis ça, c'est un site archéologique qui a été fouillé beaucoup dans les années 2000. Et ça, c'est un truc... à Benaki ou... Ah non. À Benaki, écoute, c'est d'âge archaïque. Probablement avant que ces communautés-là... C'est super intéressant parce qu'avec avec les outils, tu peux suivre la migration. Tu sais, c'était fait notamment avec des rhyolites du New Hampshire. Tu sais, les outils étaient de la rhyolite du New Hampshire, fait que tu peux suivre le tu peux suivre le routing. Wow. Donc ça, c'est intéressant et c'est vieux, tu sais, c'est des sites archéologiques vieux, puis il y en a d'autres, il y en a d'autres en Estrie, et il y a toute cette connotation archéologie-là, et moi, ça, c'est un volet qui m'intéresse beaucoup, parce que je l'ai fait en Illinois aussi, géomatique, archéologie. Donc, Adrian Burke, de l'Université de Montréal, je vais commencer un petit projet avec lui bientôt en Estrie aussi. En Illinois, avec les données LIDAR, j'avais trouvé des anomalies un peu, là. Ah ouais? Ouais. Genre quoi? Écoute... des petites fondations? Non, en Illinois, c'est ce qu'on appelle des mound builders. Ils faisaient des monticules. Ah, des genres de celliers? Ou quoi? C'est des buts, carrément des buts. Okay. Là, puis à un moment donné, je travaillais dans un endroit... écoute, en Illinois, ils sont rendus à l'échelle de l'État, leur 3e couverture LIDAR. Ouais. C'est fou, hein? C'est fou. Ouais, les États-Unis, là, ils ont c'est leur 3e. Moi, depuis, il y en a une en 2005, il y en a une en 2009, puis là, il y en a une toute récente. Puis la plus récente, écoute, je venais d'avoir les données LAS, je venais de faire mes classifications, puis j'étais dans une zone complètement forestière, et là, j'avais fait mon MNT, et c'est un bison qui est apparu, là. C'est une forme, là, c'était comme, ça fait juste un pied d'eau, là. Mais non. Puis là, je travaillais dans un institut qui était pas juste la géologie, mais il y avait des archéologues, puis ils sont allés voir, puis c'était un site... C'était une sculpture de bison qui avait été faite. C'était comme un corridor où ils chassaient, là, puis cette année-là, il y en avait peut-être moins, là, je sais pas, là, ça, c'est des petites ou des mondes un peu, des petites anomalies comme ça, des fois couplées avec des images avec avec du remote sensing, on était capable de voir des choses popper le long de la rivière, là. Très cool. Puis là, ça ressemble à quoi les projets à venir à l'UQAM supposons là, t'aurais un pitch à faire à un étudiant gradué qui voudrait se joindre à ton équipe. Ouais, ben écoute, à mon équipe, écoute, je fais beaucoup de choses depuis que je suis là, même peut-être trop, mais je travaille pas mal. Mais c'est sûr que là, à très très court terme, je travaille sur ces projets-là avec la Ville de Montréal. De projet en projet, on réussit à développer beaucoup de choses avec eux. Ça, c'est intéressant. Bon, c'est sûr que moi, à court terme, je veux continuer à travailler sur des projets en lien avec les données PACES. Hein, ce que l'équipe de René Lefebvre a sorti comme récemment là, avec leur projet, c'est super intéressant. Des contaminations dans certains secteurs de l'Estrie, puis des cantons de l'Est où il y a des anomalies à manganèse, puis il y a des études récentes qui montrent que la manganèse a des impacts sur le spectre de l'autisme. Il y a tout un volet un peu lié à la santé qui est quand même intéressant, que j'aimerais peut-être approfondir, lié à... Le manganèse, c'était pas clair. Hein, c'est une contamination naturelle. Ça vient de la roche. Là. C'est pas en Estrie, il y a plusieurs endroits où est-ce que les concentrations en certains éléments dépassent naturellement les données de prescrites par l'INSPQ. L'Estrie est riche en ce genre d'affaires-là. Vraiment. Il y a beaucoup d'anomalies orifères aussi. Il y a des vallées là-bas. C'est des places aussi... dans ma tête, c'est des places à radon. Là. Je sais pas si... Moi, je dirais plus la Montérégie. C'est plus la Montérégie. C'est pour le radon. C'est une bonne question. Plus la Montérégie, je pense. OK.
Ouais. Mais ça c'est une des choses sur quoi je veux c'est une des choses sur quoi je veux travailler. Puis beaucoup, ben là, on a des projets qui vont commencer au niveau de c'est ça, je vais continuer à travailler là, sur mes trucs en milieu urbain. Puis ouais. Quand tu fais du web mapping, toi, personnellement, tu pars avec quelle technologie? Ça ressemble à quoi ton stack? Ben, présentement, on utilise beaucoup les produits SRI. Là. Les produits SRI, oui. Ouais, présentement. Là, ça, c'est l'UQAM, ça, surtout. Hein, qui ont une bonne base avec les produits SRI. Ben, présentement, c'est ce qu'on a. Là, mais j'ai l'intention, j'ai une couple d'idées quand même de vouloir... j'aime bien la programmation, donc j'ai le goût de... Moi, en tout cas... Petite plug. Si je pouvais avoir des étudiants qui travaillent en map libre, ça ferait mon affaire. OK. Si l'UQAM veut commencer à engager... on s'en reparle, certain. À faire du map libre, là, puis du vector tile, ça ferait mon affaire. OK, là, parce on s'en reparle. On en cherche. En plus, Charles, ça commence à être quand même une référence là-dedans. Là. Wow. Quand même. On a un stack technologique intéressant. Oui. J'ai des trucs aussi que je fais avec le privé, avec des petites compagnies d'environnement que j'aime bien. Là. Il y a des trucs. J'ai un ami qui s'est parti d'une compagnie là, en tu peux plugger le nom, hein, si tu veux. Ouais, je veux pas me... C'est ABO. Trompe-toi pas, par exemple. Non, c'est ça. C'est Antoine Bianchi, son nom, mais c'est ABO Enviro Solutions. Okay. Puis bref, il s'est parti d'une petite compagnie d'environnement, puis il travaille également avec la compagnie Gestanv et il fait beaucoup de contamination in situ. Puis c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Lui, c'est un spécialiste au niveau légal là, de la chose. Il va souvent comme expert. Et, il fait de la décontamination. In situ, là, tu sais. Puis, avec du peroxyde? Mais c'est ça, tu sais, surtout des contaminations en milieu urbain, etc. Donc ça, c'est le genre de choses qui m'intéressent. J'aime ça, ce genre de truc en analyse spatiale. Là, c'est intéressant. Ouais. Ben, il y a beaucoup de choses à faire en contamination de sites au Québec. Il y a des enjeux quand même pas mal. Puis j'ai comme l'impression que c'est un milieu qui est pas tant utilisé, tu sais, qui n'utilise pas encore full la géomatique. Non, lui, il me l'a dit, il cherche des gens qui maîtrisent les géostats, qui maîtrisent la géomatique. J'ai commencé à placer des étudiants là-bas. Les étudiants et les étudiantes aiment travailler là-bas. Puis, donc ça, c'est une chose. Puis on est en train de développer justement d'autres types de trucs avec eux. Fait que non, c'est bien le fun. Ça, c'est... Ouais, ben en tout cas, je pense que, tu sais, pour avoir travaillé dans le monde de la contamination, il y a de la place pour la géomatique dans la contamination, comme c'est utile pour eux, puis ils l'utilisent pas encore suffisamment, j'ai l'impression. Fait que je pense qu'en effet, il y a des trucs à faire avec... Ouais, mais est-ce qu'il y a assez d'étudiants qui sortent des DESS, des maîtrises puis des bacs? Ça ressemble à quoi, la question aussi. Dans ce moment, on dirait que c'est... avec les invités qu'on a, tout le monde nous dit on pourrait en accueillir plus. Hein? Ben, c'est sûr que la COVID a fait mal un petit peu aux inscriptions. Là, je pense. Mais comment ça a fait mal? Tout le monde nous dit ça, que la COVID. C'est-tu parce que les gens ont laissé les études ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, je te donne un exemple au niveau des départements de géographie. Là. Les étudiants s'inscrivent chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils aiment faire du terrain. Puis là, ils se retrouvaient chez eux à suivre des cours théoriques. Ça les intéresse pas. Il y a mieux faire autre chose puis venir plus tard. Moi, j'ai l'impression que ça va revenir. Là, déjà, ils sont contents, mais il y a une génération qui ont eu, si c'est pas une année ou 2 années complètes en ligne, c'est dans un programme en géographie, ça fait mal. Là, on n'a pas un bac en géomatique, nous, c'est un bac en géographie. Là. On a fait le choix de maintenir les 3 volets, là, qui est géographie physique, géographie humaine, aménagement et cartographie géomatique. Ça fait mal là, pour ceux qui avaient des intérêts là, à aller à l'extérieur puis profiter. Surtout que nous, on est reconnu pour être une université qui passe beaucoup de temps à l'extérieur. Là, donc, ça a quand même fait mal. Ou sinon, au niveau du DSS en SIG, on parle d'une dizaine de personnes par année présentement. Là. Donc, ouais. Ça a déjà été mieux. Là, tu à combien dans ton temps? Plus que ça, je pense. Je me rappelle d'une époque. Je faisais des cours au DSS à l'UQAM. Que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de compétition. Aujourd'hui, il y a des programmes de géomatique partout. Donc, il faut se démarquer, il faut travailler fort. Donc
Est-ce que le DESS en SIG implique beaucoup de remote sensing? Oui, il y a quand même, je dirais, il y a 2 cours quand même en télédétection là, qui sont donnés par mon collègue Claude Caggia, mais il y a 2 cours quand même là, en télédétection. Ouais. Puis, tu sais, par rapport à... Ça, c'est quelque chose que je me pose tout le temps, là, parce que je me dis, tu sais, nous qui avons fait nos études pendant les années début 2000, tu sais, on n'a pas vu ça passer, mais tu sais, toute la science des données, là, tu sais, comme le machine learning, ces choses-là, c'est-tu des choses qui sont intégrées dans les programmes maintenant? Là, il faut le faire. Faut le faire. Là, il faut le faire. Le problème dans l'académique, c'est que là, on est pris avec une structure où c'est un peu plus difficile de justifier des nouveaux cours. OK? Donc, arriver avec des projets pour vouloir créer des nouveaux cours, c'est un peu difficile pour plein de raisons. Budgétaires, les inscriptions, etc. Donc là, le défi, c'est de prendre notre programmation de cours puis l'adapter à la réalité. T'sais. Donc, on va reprendre des cours où on va les déplacer, puis il y a un cours là, qu'on vient de redéplacer, et là, sa vocation ne sera que presque uniquement que du web mapping. Okay. Où là, on va ajouter un volet programmation énorme. T'sais. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, tu sais, quand même, là, c'est pas le choix, on en est là. Donc, moi, ce que j'aimerais également, et moi, je le vois parce que depuis que je suis là, je me donne un devoir de donner. Je donne beaucoup de cours au DESS, mais je donne quand même des cours au bac et je vais en chercher beaucoup. Là. Puis mes cours au bac, j'ai une clientèle qui vient de biologie, de sciences de la terre, sciences de l'environnement, et ça les intéresse beaucoup, tu sais. Tu parlais tantôt qu'à l'UQAM, on avait une force au niveau des sciences, c'est vrai. T'sais. Puis on peut aller chercher beaucoup de monde à partir de ces disciplines-là, puis ça les intéresse. T'sais. Donc, progressivement, moi, je me donne un devoir de continuer à aller chercher cette clientèle-là. Là, il est parti, mais j'avais paraphrasé Marc Bergevin, j'avais dit on va refaire, comment il avait dit ça, on fait une équipe avec le repêchage, là, c'est ça. Fait que, je me donne un devoir d'aller chercher la clientèle à partir du bac et là, ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est utiliser la session d'été pour faire les short courses un peu, là, pour programmation Python. J'ai un de mes collègues qui est professeur en géographie physique, Étienne Boucher, qui lui le fait avec un cours dans R, en statistique, puis ça marche bien, fait que ça, des cours intensifs là, comme ça, tu les gagnes. Ouais. Tu un bon mois là, intense là, avec eux, déjà, là, ça rentre. Si on peut faire ça justement déjà pour monter le niveau un peu, que ce soit en programmation, en web mapping, ça c'est quelque chose qui serait bien. J'ai l'impression, tu sais, un feeling, là, plus que c'est pas... Il n'y a pas de data derrière ce que je vais dire, mais tu sais, j'ai l'impression que va venir un temps où est-ce que dans les 10 prochaines années, tu vas sortir de l'université, tu n'auras pas le choix, tu vas avoir, tu sais, quasiment peu importe ce que tu vas avoir fait, là, que ce soit de la géographie, de la biologie, de la physique, tu vas sortir, puis tu vas avoir fait de l'AI, tu vas avoir fait du machine learning, tu vas avoir fait... parce que le data est rendu tellement important, puis peu importe ta discipline, tu joues avec du data. Là. Ouais. Mais c'est ça qui est difficile avec notre clientèle parce que si on compare avec, je sais pas, avec exemple l'Université Laval qui ont une formation en géomatique, l'étudiant ou l'étudiante s'inscrivent puis ils ont un cursus sur 3-4 années qui permettent de développer beaucoup de choses. Nous, notre clientèle, c'est difficile d'en arriver à ce niveau-là par le choix qu'on a fait, de maintenir des volets de la géographie. C'est difficile d'arriver, puis veut pas, on va chercher des gens au niveau du 2e cycle qui n'ont pas fait forcément le même background qu'un étudiant au bac. Fait qu'il faut revenir un peu en arrière des fois. Il faut jouer un peu avec ce nivelage de niveau-là, quand on va chercher une clientèle au 2e cycle. Mais bon, c'est le défi de la chose. Mais, ouais. Ah, ben, très intéressant. Avais-tu d'autres questions? Non, mais je peux passer un commentaire, par exemple, parce que pour avoir fait le DESS à l'UQAM, c'est un DESS que tu travailles fort, OK, qui est super satisfaisant une fois que tu le fais parce que tu as travaillé fort, qui est super intéressant. Tu n'es pas en train de travailler fort parce que c'est plate, parce qu'il y a beaucoup de DESS, beaucoup de programmes où est-ce que, par exemple, dans un cours, tu fais 3 heures de théorie et de pratique ensemble. Au DESS à l'UQAM, tu fais 3 heures de pratique, de théorie, puis tu fais 3 heures de labo. Puis écoute, c'est vraiment un super beau programme, là, très, très, très pratique. Là, puis t'apprends vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment des bons souvenirs de ce programme-là, sans farce. Là. Ben, pour avoir fait... moi, quand j'étais au bac, je faisais tout ce qui était cours de SIG. Là. Puis, tu sais...
moi, je l'ai fait à l'Université Laval, là, mais tu sais, je me rendais compte comparativement à mes collègues qui faisaient genre géographie humaine ou quoi que ce soit. Ouais. Tu sais, moi, c'était tout le temps 3 heures de cours, 3 heures de lab, 3 heures de cours, 3 heures de lab. Ouais. Tu sais. Fait que si tu prenais comme 3 cours de cycle dans ta session, ben tu te retrouvais avec 9 heures de plus de cours. Ouais, t'étais toujours à l'école. Parce que c'était ça le cycle. T'avais tout le temps du lab associé. Là. Ouais, vraiment. Fait que, c'est ça. J'étais pas habitué avec les... Quand je suis débarqué, j'étais un peu ambitieux, là, je pense. Mais mon premier cours que j'ai donné au DSS, je pense, à leur examen, je leur ai donné le temps, mais je pense qu'il y en a qui sont sortis de là après 5 heures. Tu sais. Ah ouais, hein? Ça avait pas d'affaire. Ils sortaient, ils étaient bien contents. Ils étaient comme, c'était le fun. Ben, d'habitude, un cours, tu sais, un cours passionnant, là, même s'il y a du travail. Non, mais c'est ça, c'était passionnant, ces cours-là. J'ai bon souvenir de tout ça. Puis, ta relation avec l'USGS, est-ce que t'as pu échanger beaucoup avec cette grosse bébite-là? C'est quoi un peu? Parce que, tu sais, oui, écoute, tellement de données disponibles. Comme je disais, en Illinois, moi, je travaillais pour le State Survey, mais il y a quelques États aux États-Unis où le USGS, ils n'ont pas besoin de, ils ont pas besoin de mettre des éléments en place. On était capables de se satisfaire nous-mêmes. Là, ouais, c'est ça. Donc, il y a la Californie, il y a nous. New York? Non. Ben, je sais pas, l'autre jour, j'ai downloadé les données LIDAR de New York. Je pensais tomber dans USGS. J'étais dans l'État de New York carrément. C'est ça, ok, ouais, ça se peut que c'était le State Survey. Puis, mais écoute, c'est une... Ben écoute, on avait des réunions, tu sais, de par nos projets, on était impliqués comme n'importe quel employé du USGS. Donc, ok, c'est ça. Constantes avec eux. Mais comment ça fonctionne? C'est quoi, eux? Ils récoltent les données justement des State Service? Ou, eux autres sont évidemment... Ils font juste rassembler ça ou... Sûrement pas. Hein, qu'est-ce que tu veux dire par rassembler ça? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de programmes. Tu sais, comme moi... Bon, un des principaux programmes, c'est ce qu'on appelle le State Map. Puis ça, c'est des cartes à chaque année. Chaque État produise des cartes puis produisent des données à l'échelle pour... Tu sais, au Canada, c'est des échelles aux 50 000. Au niveau des provinces, c'est quoi? C'est aux 20 000. Bon, là-bas, c'est aux 24 000. Okay. Puis c'est des quadrangle maps. OK? Puis chaque État produise un certain nombre de quadrangle maps. Tu sais, des fois, il fallait que j'en fasse une. Des fois, il fallait que j'en fasse 2. Puis ça, c'est de l'argent direct du USGS. Là. On fait ces cartes-là. Donc, je pense que pour une carte aux 24 000, on avait, je pense, une trentaine de mille, là, je pense qu'on avait. Là. Fait qu'il fallait faire un budget là, pour aller chercher puis acquérir le plus d'informations puis de détails en lien avec ça. Donc, ça c'était direct, puis on déposait ça, puis ça, c'est le USGS qui est dépositeur de ces données-là. Après, quand moi j'ai travaillé sur mon projet à l'échelle du comté, ben là, c'est sûr que si j'avais besoin de données supplémentaires, d'acquisition de données d'IDAR ou n'importe quoi, bon, ben là, à ce moment-là, je passais par le USGS pour aller les chercher. Tu sais, c'est des projets... Mais eux, ils sont financés par... pour le c'est de l'argent public. Hein? C'est de l'argent public. Ouais. Puis c'est comme un fédéral, genre. Ouais, exactement. C'est comme l'équivalent, la Commission géologique du Canada. Puis, ouais, c'est ça. OK. Ouais. Parce que j'ai l'impression que l'USGS, toutes les données qu'ils ont, je pense qu'ils ont même de la donnée qui traverse l'autre bord, là, qui traverse au Canada. Là, c'est fort possiblement. Je veux dire, ce qu'ils publient, là, c'est fou, là, dans le fond. Là. C'est une grosse machine. Moi, j'avais... là, c'est probablement pas le USGS qui gère ça, là, mais j'avais entendu entre les branches que genre l'armée américaine avait toutes les côtes du monde au lidar bathymétrique pour au cas où qu'il y ait un débarquement. Un débarquement, ils sachent où débarquer. Ben, tu vois, tu parles de lidar bathymétrique. Là, ils sont en train de faire toute la côte du lac Michigan. Là. Ah ouais? Ouais. Ça, quand je partais, là, ils faisaient ça. Là. Ah ouais? Ouais. Ils venaient d'acheter 2 bateaux, là, puis tout l'appareillage, puis ils sont en train de faire toute la côte. Ouais. Fait que dans le fond, l'USGS sert beaucoup à l'armée américaine aussi. Ben, les données, c'est sûr. C'est des données maison. Là. Ça serait le fun à un moment donné d'avoir un gars qui travaille. Mais je sais qu'il ne pourra pas en parler, mais un gars qui travaille dans l'armée américaine en géomatique. Ben, dans l'armée canadienne. J'en avais rencontré un, ça. Un militaire qui travaillait. Là, il y a une ville au sud de Chicago qui s'appelle Joliet, là, puis il y a une zone là-bas, là, militaire. Oui, Joliet. Ah ouais, c'est Louis. Hein, c'était francophone. Non, c'était pas francophone là-bas. Non, ça faisait partie de la Nouvelle-France. Ouais, mais il y a des spots francophones encore. Mais Des
Moines, c'est pas... Des Moines. Ouais, Des Moines. ouais. Il y a une rivière aussi de Chicago, la rivière des Plaines. Ah ouais? hein? Fallait que je déforme mon français pour qu'il me connaisse Des Plaines. Des Plaines. Ah, Seigneur. Mais, by the way, il y a des blends francophones. J'ai encore des vieux francophones. Ah ouais? Ouais. Ok, Aussi, surtout dans le coin du bout-là. Missouri, là, j'en ai vu, là. C'est Hein? surprenant. On aurait pensé plus comme Pas en Louisiane, genre, là. Louisiane. Non. Ben, l'Est des États-Unis, moi, j'ai de la famille aux États-Unis. OK. Ouais. Il y a une ville, il y a des villes au sud de Chicago, là, c'est des anciens bleds québécois là, qui datent des années 1800. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Il y les en a une couple. Bourbonnais. Puis, Ah ouais, hein? j'avais rencontré une dame là, qui avait 90 ans, puis elle avait grandi dans une école de ferme, puis sa première langue, c'était le français. Ah ouais? T'es encore capable de te parler un peu en français? Un petit peu, ouais. OK. Mais juste pour revenir. Ouais. Mais ouais, j'avais rencontré, non, c'est ça, à Joliette, j'avais rencontré un militaire qui s'occupait du volet géomatique. Puis moi, j'avais fait une demande parce que dans ma carte, j'avais un trou. Je pouvais pas aller, j'avais pas accès à cette zone-là. C'était tout le temps un on-map, tu sais, zone. Puis j'avais demandé, est-ce que je pourrais avoir accès à ça? Puis on avait discuté un peu et tout. Puis il m'avait montré un peu les données qu'il avait accès, mais j'ai jamais pu. C'était secret. Secret défense. Il doit surtout avoir que des moi, c'était folles. des données qui étaient diffusées. Sur Google Earth, ça ressemble à quoi ce spot-là? Ben, rien, tu sais, c'est rien. C'est super flou, tu sais. Ouais, Pixel, il fait 1 kilomètre. Ouais. Puis il y avait une prison pas loin. Puis en tout cas, ils Ok. m'ont dit plein d'affaires de même. Ok. Mais ouais. Mais c'est impressionnant quand même, là, de voir leur équipement et leur données. Là, ouais. Mais ça doit c'est être, sûr. J'ai vu juste un petit peu reflet de ce là, qui- tu sais, de ce Ouais, qu'il y a. c'est ça. C'est sûr que tu sais, si on a quelqu'un tu sais, qui vient des forces, il va toujours avoir la bouche bien cousue. Là. Il va rien nous dire. Hein? Ouais, au niveau canadien, hein, je sais pas. Sûrement aussi. Tu sais, je veux dire, ils ont quand même leur secret à eux aussi là, qu'ils doivent respecter. Là, tu sais. Ouais. Yeah. Good. Je pense que ça fait pas mal le tour de la question. Merci beaucoup d'être Hey, venu. merci. Yeah. Merci d'être venu. Salutations. Ouais, tu nous fais tes salutations habituelles. Salutations à tout le monde. Francophonie, étudiants, employeurs. Si vous avez des projets, si vous avez quelque chose d'intéressant à nous dire, contactez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn. On est sur Spotify aussi. Vous pouvez nous écouter dans votre voiture, sur YouTube. Donc voilà. Merci aux partenaires, ABTech, Balise. Yes, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.